Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et cette actualité, c'est cette intervention du président algérien. Il y a le journal L'Opinion qui l'a interviewé pendant un bon moment. Et donc, on va pouvoir lire cette interview, voir ce qu'il en ressort, ce qu'il en est. Et surtout que ça nous concerne nous, parce que c'est concernant les relations franco-algériennes. Et alors, beaucoup, bien évidemment, qui souvent, c'est des adolescents. Hein. Les adolescents de gauche et de droite sont souvent des enfants qui ne vivent pas, ils ne payent pas, ils ne savent pas ce qu'il en est. C'est-à-dire que on a boycotté la Russie, hein, les enfants ils étaient là, oui, 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 et puis au final on a subi des conséquences. On a boycotté l'Iran, on a perdu notre principal importateur de voitures françaises. Et l'Algérie, c'est pareil. Parce que forcément, quand tu ne payes pas d'impôts, quand tu ne payes pas d'essence, quand tu ne payes pas le loyer, l'électricité, tout ça, bien évidemment que tu peux critiquer l'Algérie. Mais quand tu es un honnête citoyen qui travaille, bien évidemment, tu comprends qu'on ne peut pas boycotter la Russie et certains pays, tu vois, qui nous rapportent de l'argent. Donc voilà, donc on va écouter un petit peu et j'espère, et je vous assure que je ne sais pas encore la teneur de l'interview, mais ce que je sais, c'est que c'est un président. Un président, il a une teneur présidentielle, et nous, on a l'habitude d'avoir des présidents qui font des TikTok, des Instagrammeurs, tu vois. Donc on va voir un peu les conséquences de ce qu'il dit par rapport à la suite. Et voilà, donc je vais essayer d'aller vite, hein, parce que apparemment le texte il est assez long. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires. Tout est en message épinglé, vous cliquez dessus et c'est bon. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee hein, tous les mois hein, pour les gens. Merci d'avoir été généreux le mois dernier. N'hésitez pas à faire des dons pour ce mois-ci. Hein. Donc voilà, la régularité c'est le top. Je préviens aussi que beaucoup hein, de ceux qui donnent reçoivent des messages désobligeants de la part de certains. Ça vous montre à quel point il y a une haine viscérale et due au fait que certains hommes m'ont dragué et que je leur ai précisé que je refusais de coucher avec des hommes. Hein. Moi, je m'intéresse surtout aux femmes. Et depuis, ben, disons que ces gens, ils ont une focalisation. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les mecs, je peux me retrouver à la rue, que j'aurai aucun rapport avec vous. Je suis désolé de vous dire ça, messieurs, les youtubeurs et aussi leurs petites cliques. Donc voilà, maintenant on va pouvoir démarrer. Hein. On va regarder un petit peu. Je rappelle une fois le contexte. La situation économique française est catastrophique. La situation politique française est catastrophique. Et donc, la meilleure solution pour se tirer de cette affaire-là, c'est de parler de la abaya, du hijab, comme toujours, hein, à l'école, pour la rentrée scolaire, il manque des profs, il n'y a pas de gaz pour chauffer les élèves, et ainsi de suite, le niveau il est catastrophique, et bien qu'est-ce qu'on fait? On parle de la abaya, c'est logique. Et le français, il applaudit. Économiquement, la Russie, pareil, hein, on a fait ça avec la Russie, et on parle de l'Algérie, hein, Algérie, et le français se teubé parle l'Algérie, et il pense pas à son intérêt, tu vois. Moi personnellement, je vous le dis tout de suite, je m'en fous, tu vois. Moi je pense, je suis souverainiste, je pense à ma gueule, hein, faut pas déconner. C'est-à-dire que mon pays, oui d'accord, c'est bien gentil, Russie-Ukraine, m'en balèque. Je vous dis la vérité, hein. Il y en a plein qui m'ont considéré comme pro-Poutine ou pro... moi je vous dis, j'en ai strictement rien à foutre. Qui paye le moins cher? C'est où on achète le gaz le moins cher? En Algérie et en Russie? Venez les mecs. Ah mais Samir, l'Ukraine, je m'en bats les steaks, c'est pas mon problème, tu vois. Ils se démerdent, hein. C'est comme ça. Parce qu'à ce compte-là, tu recueilles toute la misère du monde. Tu recueilles toute la misère du monde. Tu vois? Non mais Samir, je m'en fous, tu vois, je suis désolé de vous dire ça. Autant les gauchistes disent des bêtises, autant les droitards disent des bêtises. Les gauchistes qui veulent accueillir tout le monde, l'immigration, t'as les droitards qui disent non, il faut accueillir ceux qui aiment la France. Mais j'en ai rien à battre, moi. J'en ai rien à battre. Je vous dis tout de suite, celui qui est français et qui déteste la France reste un Français. Quelqu'un qui aime la France mais qui n'est pas français, eh ben c'est pas un Français, c'est aussi simple que ça. Tout ça pour vous dire que il n'y a pas de souverainistes en France. De la gauche à l'extrême droite, ils sont tous pour l'immigration de masse. Ils sont tous pour accueillir des centaines de millions d'habitants. C'est juste que la droite vous dit non, moi je veux que les gens disent j'aime la France. Et les gauchistes ils disent non, je m'en fous, on accueille n'importe qui. Mais au final, ça revient au même, les enfants. Ça revient au même, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que vous me faites rire quand certains se disent patriotes, et puis en fait, ils pensent pas aux intérêts de la France. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, je vais mettre mes lunettes, et on va essayer d'aller très vite, hein, parce que, et bien évidemment, parce que vous savez très bien, je vais commenter, et ainsi de suite, donc je vais pas essayer de durer trop longtemps, plus d'une vingtaine de minutes la vidéo, donc voilà. La France, alors ça c'est la question que pose le journaliste, j'enlève l'intro. Hein. La France et l'Algérie sont entrées dans une crise sans précédent depuis 6 mois. Vous avez utilisé une métaphore, je maintiens le cheveu de Mouawiya.
pour expliquer l'état de quasi-rupture des relations. Qu'est-ce que cela signifie ? Mouawiya, président Abdelmajid répond, Mouawiya Ier est le fondateur du puissant empire des Omeyyades et son premier calife au 7e siècle. C'était un dirigeant très intelligent, prêt à faire beaucoup pour ne pas arriver à la rupture. C'est mon état d'esprit pour ne pas tomber dans une séparation qui deviendrait irréparable. Le climat est délétère, nous perdons du temps avec le président Macron. Oui, je suis d'accord avec le président. Est-ce qu'il y a une seule personne en France qui peut être en contradiction avec le président Abdelmajid Tebboune ? Non, on perd du temps avec ce mec. On perd du temps, je suis désolé de vous dire ça. Et c'est le principe de pourquoi on a fait la dissolution, enfin on a voté la censure, c'est qu'en fait ça ne sert à rien. Macron veut rester au pouvoir jusqu'au bout, ça ne sert à rien, je suis désolé. Qu'on vote pour LFI, qu'on dégage Macron et ensuite on met au pouvoir LFI ou le Rassemblement National, mais qu'il y ait du changement. Tu vois, parce que là, ça sert à rien. Là, on perd du temps avec le mec. Le mec ne veut pas, parce que peut-être il a peur qu'on révèle les choses sur Brigitte. Bref. C'était un dirigeant intelligent, il a fait beaucoup pour pas arriver à la rupture, c'est mon état d'esprit pour ne pas tomber dans une séparation, etc. On perd du temps avec le président Macron. Nous avions beaucoup d'espoir de dépasser le contentieux mémoriel, c'est pour cela que nous avons créé à mon initiative une commission mixte pour écrire cette histoire qui nous fait encore mal, et pour dépolitiser ce dossier. J'ai même reçu 2 fois l'historien Benjamin Stora, il a toute mon estime et réalise un travail sérieux avec ses collègues français et algériens sur la base des différentes archives, bien que j'ai déploré que l'on n'aille pas assez au fond des choses. Nous avions aussi établi une feuille de route ambitieuse après la visite en août 2022 de mon homologue français, suivie de celle de Elisabeth Borne, alors première ministre. Une femme compétente connaissant ses dossiers, mais plus rien n'avance si ce n'est les relations commerciales. Le dialogue politique est quasiment interrompu. Il y a des déclarations hostiles tous les jours de politiques français, comme celle du député de Nice Éric Ciotti qui qualifie de l'Algérie d'État voyou, ou du petit jeune du Rassemblement National. Bardella, il ne le mentionne même pas, tu vois, c'est tellement illiminable, qui parle de régime hostile et provocateur. Et ces personnes aspirent un jour à diriger la France. Personnellement, je distingue la majorité des Français de la minorité de ces forces rétrogrades. Et je n'insulterai jamais ce pays, votre pays. Alors la journaliste reprend, est-ce la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental l'été dernier qui a été le déclencheur de cette crise? Alors, je rappelle ce qu'il en est concernant le Sahara occidental, c'est un territoire espagnol, enfin c'est un territoire comme l'Algérie, comme le Maroc, etc. Et quand ils sont partis, les Espagnols, les Marocains, le roi du Maroc, etc., ils ont envahi ce territoire-là. Il y a eu une guerre, etc. Ensuite, il y a eu, ils ont voulu partager avec certains pays. Bref, voilà. Ça fait partie des quelques rares pays, territoires encore à décoloniser. Il y a la Palestine, il y a le Sahara occidental, il y a la Kanak. Enfin, il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs choses comme ça. C'est la zone sur Terre où il y a le plus de mines. Hein. Il y a des camps, c'est assez horrible hein, ce qui se passe en Sahara occidental. Mais bon, c'est pour vous dire, en tout cas, il y a une chose. Et le monde, les lois internationales, l'ONU, tout ce que tu veux, normalement, il y a un vote. Il doit y avoir un référendum au niveau de la population pour décider de ce qu'il en est. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent être indépendants, avoir leur propre pays, se rattacher à qui, quoi, pourquoi, comment, etc. Le problème, c'est que le régime marocain, sous la tutelle d'Israël, bloque tout. Hein. Il est strictement interdit d'entrer qui que ce soit, et ainsi de suite. Voilà. Je précise le contexte. Donc, ce que je veux dire, Macron n'a pas à dire quoi que ce soit. C'est les lois internationales qui prévaut. Est-ce la reconnaissance du truc qui a été le déclencheur de cette crise? Écoutez, nous avons parlé avec le président Macron plus de 2h30 en marge du sommet du G7 à Paris, le 13 juin dernier. Il venait de perdre les élections européennes et avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il pensait de bonne foi qu'il pouvait compter sur les voix des Français d'origine du Maroc et de l'Algérie pour, à l'issue du scrutin législatif, former une alliance centriste lui permettant de poursuivre sa politique. Mort de rire. Il m'a alors annoncé, et ça, ils se sont tous pliés, et c'est là où je respecte fortement la communauté marocaine, ils se sont tous pliés face au Maroc. C'est vous dire, pourtant ils ne sont pas plus nombreux que la communauté algérienne, parce que la communauté algérienne, il n'y a pas plus minable que elle est désolidarisée, ils sont pas communautaires, les Turcs le sont, les Juifs le sont, les Renois le sont, les Marocains le sont, mais les Algériens c'est pathétique, tu vois. Et pourtant ils parlent beaucoup, hein, mais pathétique.
Ils ont plein d'avantages, mais le communautarisme, ils connaissent pas. Et ça, il s'y est pas trompé, Macron, sauf qu'il n'a pas compris que le roi du Maroc pensait à ses propres intérêts, hein. Donc vous allez voir pourquoi je dis ça. Il a dit qu'il allait faire un geste pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental, ce que nous savions déjà honnêtement. Je l'ai alors prévenu, vous faites une très grave erreur, vous n'allez strictement rien gagner, vous allez nous perdre, c'est à vous de voir. Et vous oubliez que vous êtes un membre permanent du Conseil de sécurité, donc protecteur de la légalité internationale, alors que le Sahara occidental est un dossier de décolonisation pour l'ONU, qui n'a toujours pas été réglé. En résumé, là il est en train de dire... Abdelmajid Tebboune, il lui a répondu, tu ne vas rien gagner. Le roi du Maroc, Amisraël, va te la mettre bien profond. Donc à ce moment-là, Macron, il a dit quoi? Ah oui, bien profond, j'aime ça. Donc voilà, donc au final, il n'a rien gagné, hein. Le roi du Maroc, machin, n'a pas soutenu Macron, les Marocains n'ont pas soutenu Macron, ils ont plus soutenu le RN, etc. Et puis au final, il n'a rien eu. Donc en fait, il a détruit le futur de l'économie française, il s'est mis en marge des lois internationales, ils n'ont pas voté pour lui. En fait, il a tout perdu, minable, tu vois. Franchement, à ce niveau-là, merci à la communauté marocaine de l'avoir humilié jusqu'au bout. Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux dirigeants et aux médias algériens d'utiliser la France comme une rente mémorielle? Mais, alors il répond, mais quelle rente mémorielle? Honorer ses ancêtres? Laisser en paix les âmes de nos martyrs jusqu'à aujourd'hui? La France commémore encore ses soldats et résistants tombés dans la guerre contre l'Allemagne. Ces cinéastes en font des films. Il y a encore des contentieux non déclarés avec Berlin, bien qu'il n'y ait eu que 4 ans d'occupation, et encore, pas sur tout le territoire. Et vous voudriez nous interdire d'effectuer notre propre travail de mémoire? Attendez, ce qui s'est passé chez nous est unique en Afrique. Alors il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé en Algérie. Ils ne savent pas qu'on a arraché nous la liberté et qu'il y a eu des millions de victimes, et ils savent pas. Pour ça, c'est le seul cas de colonisation de peuplement où l'on a amené des Européens par bateau sur un sol étranger pour en faire une terre française, découpée par ordre numérique dans la suite chronologique des départements français. Nos résistants ont été massacrés par centaines de milliers. Cette colonisation fut bien plus sanglante que la conquête des pays d'Afrique subsaharienne et la période des protectorats en Tunisie et au Maroc. La question suivante, c'est Marine Le Pen a déclaré qu'il faut faire avec l'Algérie ce que Trump a fait avec la Colombie et utiliser tous les moyens de pression sur votre pays. Plus d'octroi de visa, gel de transferts financiers, saisie des biens de personnalités algériennes en France. Écoutez, ce sont des analphabètes. Ce sont des analphabétises. Je sais pas ce que c'est. Analphabétise. Les responsables du RN ne connaissent que l'utilisation de la force. Il y a encore dans l'ADN de ce parti les restes de l'OAS pour laquelle il fallait tout régler par la grenade et les attentats. Et comparaison n'est pas raison. Les relations entre les États-Unis et la Colombie n'ont strictement rien à voir avec les nôtres. Les Américains n'ont pas colonisé l'Amérique latine. Donald Trump cherche à régler une question migratoire. Moi, je m'interroge sur la manière dont Marine Le Pen va s'y prendre. Si elle parvient au pouvoir, veut-elle une nouvelle rafle du Veldiv, parquer tous les Algériens avant de les déporter? L'Algérie est la troisième économie et la deuxième puissance militaire africaine. Nous sommes conciliants, nous allons doucement, nous sommes prêts à dialoguer, mais le recours à la force est un non-sens absolu. La journaliste de répondre, l'administration Trump veut expulser 306 Algériens établis illégalement aux États-Unis. Allez-vous les accepter? Écoutez, nous allons le faire parce que cette demande est légale. Le président américain n'a pas d'arrière-pensée liée à l'immigration algérienne aux États-Unis, alors que le programme du RN, depuis feu Jean-Marie Le Pen, s'attaque systématiquement à l'islam et à l'immigration avec comme bouc émissaire l'Algérie. L'eurodéputé reconquête Sarah Knafo demande la suppression de l'aide au développement française à l'Algérie. Tebboune répond, cela relève d'une profonde méconnaissance de l'Algérie. C'est de l'ordre de 20 à 30 millions par an. Le budget de l'État algérien est de 130 milliards de dollars. Et nous n'avons pas de dette extérieure. Nous finançons chaque année 6000 bourses africaines pour venir étudier chez nous. Une route de plus d'1 milliard de dollars entre notre pays et la Mauritanie et venons d'effacer 1,4 milliard de dettes à 12 pays africains.
Nous n'avons pas besoin de cet argent qui sert avant tout les intérêts d'influence extérieure de la France. Alors, je vous explique un petit peu, je ne sais pas s'il va en parler par la suite, mais les investissements français, c'est concernant la langue française. C'est-à-dire que on te dit qu'au total, hein, il y a 12 millions. Hein, 12 millions, c'est-à-dire qu'ils ont fait un musée pour les gens, les inciter à parler français. Tu vois, c'est pour mettre en avant la langue française. Tu vois, c'est pour les intérêts de la France, c'est pas pour l'intérêt de l'Algérie, on s'en fout, tu vois, c'est complètement idiot. Bref. Beaucoup de Français se sont émus que l'Algérie n'accepte pas le renvoi de l'influenceur algérien Doualem, qui a appelé sur TikTok à infliger une sévère correction à un opposant algérien en France. Le comprenez-vous? Écoutez, je ne veux pas imposer à la France des Algériens en situation irrégulière. Nous avons d'ailleurs accordé 1800 laissez-passer consulaires l'année dernière. Mais il faut respecter les procédures légales. Attendez, je regarde juste si vous voyez bien. Attendez, je vais juste corriger le truc. Voilà. Mais il faut juste respecter les procédures légales. Bruno Retailleau a parlé de l'Algérie comme d'un pays qui cherche à humilier la France. Il a voulu faire un coup politique en forçant son expulsion. Il vient d'être retoqué par la justice française qui n'a pas justifié l'urgence absolue de sa mesure d'expulsion. Darmanin, son prédécesseur à ce poste, avait aussi débuté son ministère en cherchant à nous forcer la main. Puis il est venu à Alger et in fine, nous avons trouvé le bon modus operandi. Nous aimerions aussi que la France accède à nos demandes d'extradition, hein, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Or, curieusement, nous constatons que Paris donne la nationalité ou le droit d'asile à des personnalités qui ont commis des crimes économiques ou qui se livrent à de la subversion sur le territoire français. Certains, d'après nos informations, ont même été recrutés par vos services comme informateurs. Donc là, il est en train de dire, moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous voulez nous envoyer des gens, on vous demande d'extrader des pseudo-algériens qui ont volé dans la caisse, tout ça, et ils doivent être condamnés. Donc faites-le. C'est du même type que l'Allemand, là. Vous savez, le Saoudien qui avait bip une femme en Arabie Saoudite. Il avait bip une femme, il risquait la peine capitale, il a fui l'Arabie Saoudite et il est parti en Allemagne. Ensuite, il a dit ouais, l'islam, il a critiqué l'islam. Donc forcément, Premier ministre, mon Dieu, tout le monde se prosternait devant lui. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'en Allemagne, dans les pays occidentaux, bon, ils s'en foutent un petit peu de l'Arabie Saoudite, hein, je vous mens pas, ils pensent à vivre correctement, manger, et puis c'est tout. Donc il a dit, ah, c'est comme ça, ben, il a foncé en voiture sur un truc de Noël. Parce que le mec est un criminel, hein, tu vois, peu importe, hein, c'est un criminel. Moi, personnellement, les criminels musulmans, athées, juifs, chrétiens, ceux qui ont bip une femme, que ce soit en Arabie Saoudite, en Allemagne ou au Congo, il faut l'éliminer, point, c'est tout. Il faut le condamner, peine capitale et salut. Donc voilà, il n'y a pas. Et pourtant, en Occident, non, on leur donne la nationalité. Donc il y a une question à se poser derrière tout ça. La France vous adresse environ 10 000 demandes de laissez-passer consulaires par an. Confirmez-vous ce chiffre? Chaque nouveau ministre de l'Intérieur donne de nouveaux chiffres. Beaucoup de clandestins se font passer pour des Algériens. Ils déchirent leurs papiers en arrivant en France. Il y a peu d'entrées illégales. La plupart de mes compatriotes arrivent en France avec des visas pour étudier ou exercer comme médecin, avocat ou ingénieur, sans que cela pose de problème aux autorités. Alors là, c'est la question. Plusieurs politiques français exigent la dénonciation des accords de 68. Est-ce un problème pour vous? Tebboune répond, pour moi c'est une question de principe. Je ne peux pas marcher avec toutes les lubies. Pourquoi annuler ce texte qui a été révisé en 85, 94, en 2001? Ces accords étaient historiquement favorables à la France qui avait besoin de main d'œuvre. Depuis 86, les Algériens ont besoin de visas, ce qui annule de fait la libre circulation des personnes telle qu'elle est prévue dans les accords d'Évian. Ils sont donc soumis au règlement de l'espace Schengen. Certains politiciens prennent le prétexte de la remise en cause des accords pour s'attaquer à ces accords d'Évian qui ont régi nos relations à la fin de la guerre. Ces accords de 68 sont une coquille vide qui permet le ralliement de toutes les extrémistes comme du temps de Pierre Poujade. Des comités de soutien se montent en France pour demander la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Emmanuel Macron a même évoqué une Algérie qui entre dans une histoire qui la déshonore. Comment les propos d'un écrivain de 75 ans peuvent-ils être considérés comme une menace pour la sécurité nationale d'un pays souverain? Il répond, hein, Boualem Sansal n'est pas un problème algérien. C'est un problème pour ceux qui l'ont créé. Jusqu'à présent, il n'a pas livré tous ses secrets. Hein. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser
contre l'Algérie, Boualem Sansal est allé dîner chez Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, juste avant son départ à Alger. Ce dernier est lui-même proche de Bruno Retailleau, qu'il devait revoir à son retour. D'autres cas de binationaux n'ont pas soulevé autant de solidarité, bizarrement. Et enfin, Sansal n'est français que depuis 5 mois. Et en cela, il a les mêmes droits que les autres ressortissants français, notamment en matière de visite consulaire en prison. Boualem Sansal est d'abord algérien, depuis 74 ans. Il a eu un poste de direction au ministère de l'Industrie. C'est un retraité algérien. Le Parlement européen a adopté une résolution pour sa libération, mais les parlements panafricains, arabes, islamiques se sont montrés solidaires avec l'Algérie. Ces avocats réclament l'accès... alors là, c'est la question. Oui, mais ces avocats réclament l'accès à leurs clients et les diplomates français veulent assurer sa protection consulaire. Comment va-t-il ? Il est sous mandat de dépôt, c'est la loi algérienne. Il a eu un check-up complet à l'hôpital. Il est pris en charge par des médecins et sera jugé dans le temps judiciaire imparti. Il peut téléphoner régulièrement à sa femme et à sa fille. Elle répond, mais tout de même, l'homme est vieux et malade. Pourriez-vous prendre des mesures de grâce à titre humanitaire ? Écoutez, moi je peux présager de rien. Le journal L'Opinion et d'autres médias ont révélé qu'il y avait des factures non payées dans les hôpitaux français. Qu'en est-il ? Écoutez, cela fait 3 ans que l'on attend une réunion avec les hôpitaux de Paris pour lever ce contentieux qu'on estime à 2,5 millions d'euros. Bien loin des chiffres avancés par la presse française. D'ailleurs, nous avons pris la résolution de ne plus envoyer nos malades en France. Ils vont dans d'autres pays européens comme l'Italie, la Belgique ou encore la Turquie. C'est le résultat de toutes ces tracasseries que nous subissons. L'Algérie a toujours payé ses dettes, mais nous ne sommes pas prêts à honorer n'importe quelle facture. Il faut que l'accueil et la prise en charge soient justifiés. Là, ce qu'il est en train de parler, il est en train de parler de vous, là, les Français. Il est en train de dire qu'il y a eu cette arnaque à la taxe carbone, c'est-à-dire qu'on te remboursait ou je sais pas quoi, c'était une arnaque, c'était taxe carbone, et ensuite les gens te faisaient des fausses factures. Et l'État a donné 10 milliards à ces gens-là, à Marco Mouli et sa bande. Ils sont tous partis en Israël. Et Tebboune, il dit non, moi je m'en fous, moi, il faut une preuve, tu vois. C'est-à-dire que on paye, d'accord, mais c'est pas on reçoit des factures comme ça bizarres qui n'ont nu que nu tête, tu vois. Donc donnez-nous réellement des choses comme ça, des soins, et puis on paiera. Et voilà, je précise, ça c'est, croyez-moi que cet argent vous le verrez pas en France ni en Algérie. Autre dossier, celui de l'influence de l'Algérie à la Grande Mosquée de Paris. Y a-t-il eu toujours des financements algériens pour la Grande Mosquée de Paris ? L'État algérien n'a pas voulu laisser des associations douteuses faire de l'entrisme à la Grande Mosquée et a toujours pris en charge son entretien. Lorsque j'étais ministre de la Communication et de la Culture, j'ai instauré ces aides. Elles servent notamment à rénover les bâtiments. La France officielle n'a jamais fait d'objection et se rend régulièrement aux invitations du recteur. La Grande Mosquée n'est pas une officine. Le recteur actuel, Chemseddine, a été choisi de manière concertée avec son prédécesseur Dalil Boubaker et l'État français. Je l'ai reçu après sa nomination. L'ex-ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était étonné de cette nomination à l'époque. Il trouvait cela incongru, pensant que le nouveau recteur était anti-algérien car il était binational. Craignez-vous un changement à la tête de la Grande Mosquée ? Je vous mens pas, je m'en fous. Pourquoi voilà, ça je m'en fout. Voilà. Je trace, ça c'est des questions, ça n'a ni queue ni tête, on s'en fout. Jean-Noël Baron, le patron du Quai d'Orsay, se propose de venir à Alger. L'étendue de toutes ces polémiques n'exige-t-elle pas que les deux pays se reparlent rapidement ? Écoutez, je suis totalement d'accord avec vous. Encore faut-il que le président français, les intellectuels, les partisans de la relation puissent faire entendre leur voix, tu vois. Voulez-vous dire par là que vous êtes disposé à reprendre le dialogue à condition qu'il y ait des déclarations politiques, disons, fortes ? Écoutez, tout à fait, ce n'est pas à moi de les faire. Pour moi, la République française, c'est d'abord son président. Il y a des intellectuels, des hommes politiques que nous respectons en France, comme Jean-Pierre Chevènement, Raffarin, Ségolène Royal, Dominique de Villepin. Qui a bonne presse dans tout le monde arabe, parce qu'il représente une certaine France qui avait son poids. Il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer et ne pas laisser ceux qui se disent journalistes leur couper la parole et les humilier, particulièrement dans les médias de Vincent Bolloré, dont la mission quotidienne est de détruire l'image de l'Algérie. Nous n'avons aucun problème avec les autres médias, qu'ils soient du secteur public ou privé. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, propose de renouer le dialogue autour de la question de la sécurité au Sahel et de lutte contre le terreau au Proche-Orient, etc. Écoutez, nous ne reculerons jamais face au terreau, qu'ils viennent de la Syrie ou d'ailleurs, mais il appartient à la France de traiter les cas de djihadistes qui se sont radicalisés sur son territoire et sont partis faire le djihad au Levant. Nous nous occupons des combattants qui se sont radicalisés en Algérie. D'ailleurs, nous nous étions mis d'accord à une époque sur cette répartition avec le ministère français de l'Intérieur, tout en coopérant étroitement en matière de renseignement.
Donc voilà, rien de plus à dire. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai très peu à analyser vu qu'il est clair, en fait, c'est limpide. Quand il répond, c'est limpide. La question des réparations relatives aux essais nucléaires et à l'utilisation d'armes chimiques par la France peut-elle être un autre sujet pour la reprise de la coopération? C'est indispensable. Le dossier de décontamination des sites d'essais nucléaires est obligatoire sur les plans humains, moral, politique et militaire. Nous pouvions le faire avec les Américains, les Russes, les Indonésiens, les Chinois. Nous estimons que l'Algérie doit le faire avec la France, qui doit nous dire avec précision les périmètres où ces essais ont été réalisés et où les matériaux sont enterrés. Il y a aussi la question des armes chimiques utilisées à Oued Nammous. J'ai commencé ma carrière de fonctionnaire à Béchar, à l'ouest du pays, au tout début des années 70. Pratiquement toutes les semaines, nous avions des plaintes d'éleveurs relatives à la mort de leurs bêtes. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis et régler définitivement nos contentieux. Nicolas Lerner, patron de la DGSE, était à Alger le 13 janvier. Le but de ces visites était-il de nouer le dialogue ou de régler le contentieux lié à Aissaoui Mohamed Amin, alias Abou Rayhan, un ex-djihadiste, excusez-moi, j'essaie de trouver le texte, algérien que la France aurait voulu utiliser pour soi-disant comploter contre l'Afrique ou le Niger. Il a demandé à être reçu, nous avons accepté car nous avions confiance en lui, car il dirigeait la DGSI, avant sa nomination à la DGSE. L'affaire Abou Rayhan est un épiphénomène, elle n'est pas de nature à faire l'objet d'un contentieux entre deux puissances, l'une européenne, l'autre africaine. Cela a fait la une des journaux en Algérie. Abou Rayhan est un repenti qui nous a informé de la démarche de recrutement français et de ses rencontres à l'ambassade de France à Alger par un responsable de la DGSE. La presse a divulgué cette histoire à un moment où les relations sont à un point critique. Question suivante. N'est-ce pas le rôle des agences de renseignement d'infiltrer les groupes terreaux? Certes, mais la France a essayé de recruter sur notre sol sans nous prévenir. Nous avons été vigilants comme la France l'est sur son territoire. Mais historiquement, il y avait des bons rapports entre les renseignements intérieurs français et les services algériens. Qu'en est-il aujourd'hui? La DGSI est aujourd'hui sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Tout ce qui est retaillot est douteux compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays. Il n'y a donc plus aucune coopération. À l'inverse de la DGSE, qui lui est sous la tutelle de l'armée, qui a su garder ses distances. L'évolution politique et géopolitique du monde, poussée des populistes, retour des conflits, guerre commerciale Chine-États-Unis, appelle-t-elle à une évolution de la diplomatie de l'Algérie? Depuis notre indépendance, à ce jour, nous avons toujours eu deux axes fondamentaux en politique étrangère. Nous avons accueilli... D'abord, le non-alignement. Ces derniers jours, nous avons accueilli à Alger des membres du gouvernement russe dans le cadre de notre commission mixte. Eu des échanges sécuritaires et diplomatiques au plus haut niveau avec les États-Unis, reçu une délégation de l'OTAN. Nous avons d'excellentes relations avec tous les pays méditerranéens qui investissent et commercent avec nous, et vice-versa. Nous sommes une force stabilisatrice en Afrique. Alors quand certains politiques français disent que l'Algérie est isolée, cela nous fait doucement rire. Le deuxième axe est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, ce qui explique que nous rejetons ainsi toutes les tentatives de vassalisation de notre pays. Et je n'ai pas de complexe à le dire aux grandes puissances. Dites-moi, quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec les États-Unis sous la présidence Trump? Nos relations sont restées bonnes avec tous les différents présidents américains, qu'ils soient démocrates, républicains. C'était déjà le cas lors du premier mandat de Trump, lorsque j'ai été élu en 2019. Il m'a envoyé une lettre pour me féliciter quelques heures après les résultats, quand le président Macron a mis 4 jours pour prendre acte de mon élection. Nous n'oublierons jamais non plus que les États-Unis ont introduit la question algérienne à l'ONU. Ils accueillent aussi nos meilleurs chercheurs. C'est le seul pays qui a une ville du nom de notre héros national, l'émir Abdelkader. Nos plus grands projets, sous les présidents Boumedienne, Chadli et Bouteflika, ont été réalisés avec les Américains, dont dans les hydrocarbures et ailleurs. Un dossier risque tout de même d'être source de tension, celui de Gaza, que Donald Trump dit vouloir nettoyer de sa population. Écoutez, l'expression est malheureuse, mais dans son esprit, il ne s'agit pas de la population palestinienne qui a toujours eu des soutiens en Europe et dans le monde arabe en Afrique. L'OLP est présenté à l'UNESCO. Nous avons réussi à faire reconnaître la Palestine par 143 États de l'ONU comme membre à part entière. On ne va pas faire table rase de tout ce qui a été accompli.
La question, seriez-vous prêt à normaliser vos relations avec Israël si la relance du processus de paix aboutit au final à la création d'un État palestinien? Bien sûr, le jour même où il y aura un État palestinien, ça va dans le sens de l'histoire. Mes prédécesseurs, les présidents Chadli et Bouteflika, que Dieu ait leur âme, avaient déjà expliqué qu'ils n'avaient aucun problème avec Israël. Notre seule préoccupation, c'est la création de l'État palestinien. Ça aussi, je précise, concernant, beaucoup ne connaissent pas l'Algérie, l'Algérie respecte les peuples et les nations. Hein. C'est-à-dire que les Palestiniens, on sera toujours derrière les Palestiniens, à les soutenir quoi qu'il arrive. Si demain, ils devaient prendre un choix d'abandonner la Palestine, vraiment les Palestiniens décident ça, on ne va pas s'opposer, ça à eux. S'ils veulent mener le combat jusqu'au bout, on sera jusqu'au bout avec eux. Jusqu'au bout. Quoi qu'ils décident, on sera avec eux. Et on fera en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence, etc. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pas à vous de décider, c'est à eux tout seuls de décider. Les autorités algériennes ont récemment ordonné la confiscation du livre L'Algérie juive de Edienne Ben Salhi. Y a-t-il un problème avec l'histoire juive de l'Algérie? Non, c'est de l'ordre de la polémique. L'Algérie a accueilli plusieurs communautés et religions durant les derniers millénaires, y compris les juifs qui font partie intégrante de l'histoire du pays. Quelle est votre lecture des événements en Syrie à l'heure actuelle? Écoutez, je vais vous faire un aveu. J'ai voulu, pour le sommet de la Ligue arabe à Alger, réintroduire la Syrie au sein de l'instance. Deux pays s'y sont opposés alors qu'ils ont invité le président Bachar al-Assad au sommet suivant à Riyad. Il n'y a pas toujours de solidarité dans le monde oriental. Pour le reste, nous avons toujours parlé à l'ex-président syrien tout en étant ferme avec lui. Nous n'avons jamais accepté les massacres contre son peuple. Avant sa chute, je lui ai envoyé un émissaire. L'Algérie se proposait avec l'aval de l'ONU de servir d'intermédiaire pour qu'il discute avec son opposition. Cela n'a pas abouti. La suite, nous la connaissons. Aux Nations Unies, Alger a plaidé pour le respect de l'intégrité territoriale des États lors de ses premières résolutions sur l'Ukraine, sans condamner la Russie par la suite. Écoutez, c'est assez simple, l'Algérie est entière. Elle a du mal à comprendre le double standard. Il faudrait condamner l'intervention en Ukraine, mais pas l'annexion du Golan ou du Sahara occidental. Quand je suis allé voir Vladimir Poutine en Russie en juin 2023, Macron m'a dit de voir si je ne pouvais pas tenter quelque chose pour la paix. Le président russe m'a aussi donné son feu vert. Il était prêt à dialoguer, mais Zelensky n'a pas répondu. Tu vois, hein? Question de la journaliste, la Chine semble avoir des investissements beaucoup plus raisonnés qu'il y a 1 ou 2 décennies en Afrique. Est-ce le cas en Algérie? En effet, c'est exact. L'Algérie est aussi en train de faire ses propres investissements et a ouvert son économie à d'autres investisseurs étrangers dont l'arrivée est facilitée par la nouvelle loi sur l'investissement. Nous avons déposé presque 11 000 projets au niveau de l'agence nationale, machin, etc. Voilà, bon, alors je vous mens pas, ça, on va peut-être passer, on s'en fout un petit peu. Je saute les passages où, disons qu'il n'y a pas forcément d'utilité plus que ça. Hein. Donc on va avancer, on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que là on arrive déjà au bout. C'est pour ça que j'ai préféré les trucs avec la France. L'Algérie soutient économiquement la Tunisie. Êtes-vous inquiet par le recul des droits politiques? Pas du tout. La révolution du jasmin, qui a abouti à la mise en place d'un régime parlementaire, a bloqué toutes les initiatives du président tunisien actuel, qui a remis le pendule à l'heure en restaurant le régime présidentiel qu'a connu la Tunisie depuis son indépendance. Mon frère, le président tunisien, est un universitaire reconnu, populaire, qui continue à aller faire ses courses au marché. Hein. Je précise, hein, le président tunisien, qui est et dont sa femme, qui était une juge ou je sais plus quoi, alors qu'ils ont un niveau intellectuel puissant. Le mec fait ses courses encore au supermarché. Il est vraiment basique. Hein. C'est pas, et c'est ça qui dérange, parce que c'était tous des corrompus. Hein. C'était tous des corrompus. Ils tapaient tout dans la caisse et ils envoyaient tout à Michel et ainsi de suite. Et donc maintenant, ils ont fait le ménage. Le problème, c'est que la Tunisie a été déstabilisée. Et donc l'Algérie considère que les Tunisiens sont un pays frère. N'en déplaise aux Tunisiens français qui connaissent pas, ils ne savent pas qu'économiquement l'Algérie soutient extrêmement la Tunisie, parce que certains veulent la déstabilisation. Et la Tunisie n'a pas à avoir honte de s'appuyer sur l'Algérie, parce que c'est un pays frère, et en tant que frère, on peut s'appuyer dessus le temps que la Tunisie redevienne une puissance de haut niveau, comme elle l'a toujours été, à l'époque, hein, je te parle. Bref, la Tunisie depuis...
c'est quelqu'un de populaire, quoi. Contrairement aux critiques, la Tunisie n'a pas de sérieux problèmes en dehors d'un entêtement et d'une croissance faible. Nous l'aidons autant que l'on peut parce que c'est un excellent voisin qui a subi les bombardements de l'avion colonial à cause de son soutien à la guerre d'indépendance algérienne. C'est un pays dont la population est très instruite, fière de ses traditions. Il mérite d'être soutenu. Le temps de passer cette conjoncture difficile. Effectivement, le niveau scolaire des Tunisiens est très élevé, hein, il faut comprendre. Et c'est tout. Et c'est juste que pour l'instant, l'économie, c'est une catastrophe à l'heure actuelle en Tunisie. C'est un passage. Ils ont besoin d'un soutien. Et après, bah, c'est parti, quoi. Alger appuie de manière inconditionnelle la République démocratique, le Sahara occidental. Mais celle-ci perd régulièrement ses soutiens internationaux. Ne redoutez-vous pas que tous les États finissent par reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Écoutez, rien n'est immuable. L'indépendance de l'Algérie a été obtenue après 130 ans de combat. Donc la République du Sahara occidental, etc., est un membre de notre organisation panafricaine, l'OUA, devenue l'UA. La Cour internationale de justice a dit qu'il n'y avait aucun lien de tutelle entre le Sahara occidental et le Maroc. Si ce n'est des relations économiques. La justice européenne reconnaît progressivement les droits des Sahraouis. Ces derniers réclament des armes que nous nous préservons de leur donner pour le moment. Le roi Hassan II voulait régler le problème du Sahara occidental juste avant sa mort. En juillet 1999, il avait d'ailleurs confié au président congolais Denis Sassou Nguesso « Je ne laisserai pas cet héritage à mes enfants ». Mais Mohamed VI ne l'a pas suivi, hélas. La rupture des relations avec le Maroc est-elle durable? Je l'ai expliqué à tous les présidents à qui j'ai eu l'occasion de parler. Nous sommes malheureusement dans la réaction avec notre voisin. C'est presque un jeu d'échecs où nous sommes contraints de répondre à des actes que nous jugeons hostiles. Le Maroc a été le premier à vouloir porter atteinte à l'intégrité de l'Algérie avec son agression en 63. Pour ceux aussi, là, les petits islamistes qui connaissent rien à l'histoire, qui me disent « Samir, l'islam !» Oui, mais l'islam, l'Algérie c'était un pays musulman, le Maroc était un pays musulman, pourtant le Maroc a essayé d'envahir l'Algérie, tu vois, ils ont essayé d'envahir l'Algérie juste quelques semaines après la libération, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'armée, rien, ils venaient de dégager la France, le Maroc a essayé d'envahir, pourtant musulman, tu vois, pourtant l'URSS, alors que c'était alors je vais pas dire des chrétiens, parce que c'était des athées, mais ils ont soutenu, donc c'est un peu plus complexe que ça, s'il vous plaît, essayez un petit peu de suivre, la géopolitique c'est pas fait pour tout le monde, ok, hein, c'est pas, on est tous, c'est comme certains droitards qui me disaient les blancs contre les arabes, les blancs contre les noirs. Et puis quand il y a eu l'histoire Russie-Ukraine, ils étaient choqués, mais pourquoi? Ils savent pas que les mecs ils sont pas au courant qu'en Europe ils se sont fait la guerre depuis des milliers et des milliers d'années, hein, depuis 10 000 ans. Les mecs se foutent sur la gueule entre Européens, Français, Francs contre Autrichiens, contre l'Empire austro-hongrois, contre ceci, les Vikings, les machins. Eux ils connaissent pas les blancs. C'est-à-dire que le niveau de pensée il est catastrophique. Bref. Excusez-moi de cette longue digression. 9 mois après notre indépendance, une agression qui a fait 850 martyrs. Il a toujours eu des visées, le Maroc a toujours eu des visées expansionnistes. Pour preuve, il n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1972, soit 12 ans après son indépendance. C'est encore les autorités marocaines qui ont imposé le visant aux ressortissants algériens en 1994, après les attentats de Marrakech. Nous leur avons récemment interdit le survol de notre espace aérien parce qu'ils réalisent des exercices militaires conjoints avec l'armée israélienne. Là, les Marocains, là, quand je dénonce ça, ils vont me dire, ils vont se chier dessus. Tu dis, ouais, mais attends, t'as quand même un roi qui se dit être d'ascendance divine et qui, vous devez être obligé de vous prosterner devant lui. Le mec, quand même, il a envoyé des soldats marocains massacrer les Palestiniens. Tu vois, tu dénonces ça ou pas? L'Algérie, ils sont dans l'incapacité mentale de... Parce qu'ils considèrent comme une divinité, Mohamed VI. C'est une divinité. Alors bon, tous ceux qui lui mettent des kilomètres dans les barguets, etc., ça, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais ils sont dans l'incapacité de remettre en cause le roi. Hein, qui veut donner la nationalité à 1 million d'amis israéliens, qui impose des bases israéliennes, et qui aide l'entité sioniste. Voilà, donc il y a un moment, il faut être cohérent, tu vois. Soit vous êtes contre l'État sioniste et vous êtes pour les Palestiniens et vous remettez en cause ce que fait le roi du Maroc, ou il faut décider, tu vois. Faut pas un double langage, tu vois. Nous avons
parce qu'ils font des exercices conjoints avec l'armée israélienne à notre frontière, ce qui est contraire à la politique de bon voisinage que nous avons toujours essayé de maintenir. Nous devons mettre un terme à cette situation un jour. Le peuple marocain est un peuple frère pour lequel nous ne souhaitons que le meilleur. L'Algérie semble vivre une lune de miel avec l'Italie. Contrairement à alors il répond, contrairement à l'extrême droite française, nous avons d'excellentes relations avec la droite radicale italienne. D'autant que nous n'avons aucun contentieux, ni mémoriel, ni autre. L'Italie a toujours été un partenaire fiable, très fiable. Et l'homme politique Enrico Mattei, fondateur d'ENI, le géant italien du pétrole et du gaz, a été longtemps un précieux conseiller pour développer notre potentiel en hydrocarbures. Il a d'ailleurs été tué pour ces raisons. Pendant la décennie noire, seul Alitalia continuait à se poser à Alger quand François Mitterrand avait demandé à son pays et à ses partenaires européens de suspendre leur vol. 9 matelots italiens ont été ôté la vie durant cette période et malgré tout, Rome nous a ouvert une ligne de crédit de 13 milliards de dollars. Donc nos amis italiens sont de bonne foi. On cède réciproquement et l'Italie renforce ses positions économiques chaque année. Ce fut le cas sous Draghi, Mario Draghi, et c'est l'est aujourd'hui avec Giorgia Meloni. La présidente du Conseil est très sympathique, connaît ses dossiers et défend son pays. Toute griffe dehors. Donc vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est-à-dire que lui, il est en train d'expliquer, moi, la présidente italienne, elle défend son pays et ses valeurs et ses intérêts à toute griffe sortie. Tu vois, allez là, l'Italie, tu vois. Nous, ça nous arrange, parce qu'on veut faire du business, on pense machin. Et la problématique avec l'État français, c'est qu'il ne pense pas aux intérêts français, il pense aux intérêts d'autres entités, hein, de lobby, qui ruinent les intérêts français, et donc voilà, bon bref. Vous recevez actuellement les principaux responsables des formations politiques du pays. Quelles sont les évolutions? Ça, on s'en fout, c'est plutôt... voilà, donc ça, je m'en fous, ça, c'est la politique intérieure. Donc, c'est le développement, etc. Voilà, ça, c'est plus la politique algérienne, on s'en fout. Hein, voilà. Donc, vous avez eu un éclaircissement, 40 minutes, on va s'arrêter là. Pas durer plus longtemps. J'espère que ça vous a permis de comprendre réellement. C'est ça la différence entre un président, vous avez vu le président Abdelmajid Tebboune, comment il s'exprime, et nous avons le TikToker Macron qui s'exprime. C'est juste une honte, le président qu'on a. Voilà. Là, au moins, vous savez un petit peu mieux. Il a clarifié la situation. Vous savez, vous, Français, ce qu'il en est concernant notre relation franco-algérienne. À la prochaine sur les news de Samir.